Écoutez, merci pour votre accueil. Donc voilà, je m'appelle François Moutou, je suis le vice-président de la SNPN. Et donc je vais vous parler d'un sujet qui n'a rien à voir avec ce qui a été présenté jusqu'à présent, quoique vous allez quand même peut-être trouver des liens entre tout ça. Et je vais parler du lien entre maladie et diversité, entre zoonose, je vais vous dire ce que veut dire zoonose et biodiversité, et vous montrer que l'idée de vivre avec, de cohabiter, telle que Rémi l'a présenté, peut aller jusqu'à cohabiter avec les virus, les bactéries, les microbes. C'est possible. Et je vais tâcher de vous expliquer pourquoi. Alors je commence en vous présentant deux livres, juste pour dire que ces deux livres-là, si ça vous intéresse, le sujet, et je vais beaucoup développer ce qui est dans ces deux livres, ils sont téléchargeables librement sur le site de l'éditeur, Quae Édition, c'est à Versailles. Si ces livres vous intéressent, vous tapez Quae, vous cherchez les livres, normalement on peut les télécharger. Si vous voulez les acheter, vous pouvez aussi. Hein. Mais vous les trouvez en libre accès normalement sur leur site. Alors, une façon plus générale de poser ce titre-là, c'est également moi j'aime bien écrire de cette façon-là, biodiversité et santé, bonne santé on entend, hein, amis ou ennemis. On va essayer de voir comment on peut définir les termes et voir comment on peut supposer que la diversité dans un bon état de conservation peut nous aider, nous garantir une meilleure santé à nous et aux autres êtres vivants, pas qu'à nous, on n'est pas trop anthropocentré. Les photos que je mets dans le diaporama, c'est pour juste faire joli. Ça n'a rien à voir, mais je les aime bien parce que je ne les vois pas si grands chez moi sur mon ordinateur qui n'a pas un très bon écran. Et là, ça me permet de les voir en grand et je suis très content de les voir. Voilà. Mais c'est juste pour faire joli. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une zoonose? Alors, c'est à peu près la définition de l'OMS, l'Organisation mondiale pour la santé. Ce sont des maladies avec des microbes hein, à l'origine, je vous dirais comment on peut distinguer infectieux de contagieux de transmissibles, dont l'agent circule régulièrement et non pas de façon absolument occasionnelle, expérimentale ou vraiment tout à fait inhabituelle entre les humains et les non-humains animaux, alors surtout vertébrés, surtout mammifères et oiseaux. Il n'y a pas de microbes communs, il n'y a pas de virus commun entre les insectes et les humains, ça n'existe pas. Ils peuvent nous en transmettre, mais ce n'est pas vraiment leur microbe à eux. Et ce sont des maladies dont l'agent circule dans un sens comme dans l'autre. Ce ne sont pas uniquement les animaux qui nous contaminent, mais pensez que nous pouvons contaminer les animaux. Et on peut contaminer nos animaux de compagnie de façon assez régulière, ça arrive assez souvent, même si on parle plutôt du sens contraire. Et du coup, cette définition-là, si on prend les deux mots réciproquement et régulièrement, va avoir comme conséquence que certaines maladies dont on parle beaucoup en ce moment et qu'on appelle zoonoses ne sont pas, dans mon sens, des zoonoses. Je vais vous montrer pourquoi. Alors, les trois mots que je voudrais vous présenter rapidement, c'est maladie infectieuse. Le microbe se développe dans mon organisme. Si je prends mon exemple, hein, je suis grippé, le virus de la grippe se multiplie dans mon organisme. Maladie contagieuse, je suis malade de la grippe, je transmets à mon voisin la maladie. Si j'ai le paludisme, ce qui n'est pas très rigolo, c'est un microbe, c'est un petit protozoaire, il se multiplie dans mon organisme, mais je ne suis pas contagieux. Je ne peux pas transmettre la malaria que j'ai dans mon organisme, le paludisme, à quelqu'un d'autre. Il faut que ce soit un moustique qui fasse le lien entre moi malade et lui. Donc ce n'est pas contagieux. En tout cas, pas directement. Et transmissible, ça se transmet. Et pensez que toutes les maladies transmissibles ne sont pas forcément infectieuses ou contagieuses. Vous avez des maladies comme les maladies génétiques qui sont transmissibles, mais sans microbes. C'est un support tout à fait différent. Et deux mots qu'on entend tout le temps en ce moment, malheureusement, beaucoup trop souvent, mais qui n'ont pas le même sens, et qui sont régulièrement utilisés de mauvaise façon. Mortalité, c'est le nombre de décès par rapport à la population. Et létalité, c'est le nombre de décès par rapport aux malades. Si vous écoutez les chiffres qu'on entend en ce moment sur une maladie que je n'ai pas citée, en tout cas pas trop souvent, tout le temps on parle de mortalité, en fait on parle de létalité, puisqu'on parle des décès par rapport aux malades et pas du tout par rapport à la population. Et ce sont deux notions qui sont intéressantes à distinguer. Il y a vraiment des cas où ce n'est pas la même chose et il faut vraiment savoir les distinguer. Alors on nous dit, et ce n'est pas faux, 75% des maladies infectieuses humaines sont d'origine animale. Je vous rappelle que l'humain est aussi d'origine animale. Alors, quelle surprise! Il n'y a pas de raison qu'on ne partage pas beaucoup d'autres choses que simplement l'air que nous respirons et les jolis paysages que nous habitons. Et donc, l'espèce humaine, en fait, est un animal, est un mammifère. Alors, ça ne plaît pas à tout le monde de le dire comme ça, mais biologiquement, c'est difficile de prétendre le contraire.
Et c'est vrai que dans l'histoire, on a un certain nombre de maladies qui viennent des animaux, qui parfois circulent encore entre eux et nous, mais parfois il y a eu un passage unique, la maladie s'est humanisée et il n'y a plus de retour entre l'animal et l'humain. Mais l'histoire peut s'expliquer par la phylogénie. Les primates ont certains microbes qu'on retrouve chez les humains parce que nous sommes primates et que nous partageons une histoire commune. Mais les humains ont chassé, et quand on attrape un animal d'une autre espèce, il peut y avoir du sang qui coule lors des blessures, on peut se contaminer avec le sang et récupérer de cette façon-là des microbes qui peuvent s'adapter à l'humain. En mangeant, vous savez qu'on peut se contaminer de produits pas frais, mal conservés, ou qui hébergent des parasites, et c'est une façon de se contaminer. La domestication, nos petits chiens, nos petits chats, nos vaches et nos cochons, ça fait quelques millénaires que nous vivons avec, et croyez-moi, de ce côté-là, il y a sans doute beaucoup plus à craindre que chez les animaux sauvages que nous ne connaissons pas, mais qu'on souvent on associe à beaucoup de mots, mais qui ne sont pas toujours démontrés. Le compagnonnage, vraiment les animaux de compagnie, et le commensalisme, à partir du moment où on a créé des villes au néolithique, qu'on a fait des greniers à grains et des réservoirs d'eau, imaginez les petites souris locales du Proche-Orient il y a 8000 ans, quand on a vu les premiers greniers à grains, le paradis pour les souris. Mais les souris, ça transporte quelques parasites, quelques microbes, quelques bactéries, et tout ça, ça a commencé à cohabiter plus ou moins bien. Et donc, je distingue, et je ne suis pas le seul en fait, à distinguer, donc à séparer les zoonoses où la circulation entre les animaux et les humains est continue. La rage, par exemple, j'en dirais un mot, il n'y a pas de cas humain de rage sans morsure par un chien. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de transmission entre hommes du virus de la rage. Inversement, il y a des maladies qui sont clairement d'origine animale, passées aux humains, et je donnerai un bel exemple tout à l'heure, enfin je crois, et depuis, il n'y a plus de retour, il n'y a plus besoin de repassage par l'animal. Et dans ce contexte-là, est-ce que cette diversité d'animaux, de plantes aussi, avec leurs virus, leurs microbes, etc., ça peut être un souci, ou au contraire une garantie pour nous protéger de différentes maladies. Alors, biodiversité, c'est un mot que tout le monde connaît. Certains disent, je préfère dire nature que biodiversité, chacun est libre d'utiliser les mots qu'il veut, à partir du moment où le terme est utilisé avec le sens qui a été donné par les personnes qui l'ont créé. La biodiversité, c'est l'ensemble des êtres vivants, et c'est le plus important, c'est ce qui est écrit en vert, et ce sont les relations qui les relient entre eux. Ce sont les interrelations. La biodiversité, c'est un réseau de communication entre vivants. Ce n'est pas un catalogue. Il faut savoir qui est présent à tel endroit, mais c'est surtout les relations qui vont relier tout le monde. Alors après, on peut distinguer le niveau spécifique, infraspécifique et les écosystèmes, mais pensez que cette diversité, c'est ce qui permet à chaque être vivant, à chaque écosystème, d'évoluer en fonction des pressions, de l'évolution du climat. Et en ce moment, vous savez que le climat change. L'ONF a pris des décisions courageuses pour faire face pour les forêts, mais c'est sans doute dans la diversité qu'on a le plus de chances de trouver des réponses. Si on diminue cette diversité et si on homogénéise les plantes et les animaux, on réduit les probabilités de trouver les bonnes réponses, les bons individus et de passer les moments difficiles. Alors, combien d'espèces sur Terre, personne ne sait. En gros, on estime qu'on ne connaît pas 20% de ce qui existe actuellement. Là, je prends les animaux avec une différence entre ce qui est terrestre, ce qui est océanique, marin. Donc on parle en millions, on connaît un peu plus de 2 millions d'espèces décrites, sans doute peut-être 10, 20 millions en réalité. Alors c'est vrai qu'on va plutôt décrire des nouvelles bactéries que des nouvelles baleines, on est d'accord. Mais même parmi les grosses espèces, on trouve encore des animaux assez grande taille qu'on n'avait pas encore identifiés. Donc il y a des gens que ça occupe, mais c'est très intéressant, on a besoin de savoir qu'ils existent. Et ça, c'est un travail qui me paraît essentiel. Alors, je passe très rapidement sur le reste des groupes taxonomiques et les virus là-dedans. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un virus? Ce n'est pas trop le sujet, mais on pourra en discuter si ça vous amuse. Mais vous voyez, en 20 ans, 30 ans, on est passé de quelques virus connus à certainement des millions. Alors, une espèce virale, est-ce qu'on peut la comparer à une espèce animale ou végétale? Ce n'est pas évident. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a connu les virus par les agents responsables de maladies. Et donc, de fait, on a associé virus à maladie. Le mot virus, c'est le poison. C'est le mot du latin qui veut dire poison. Et donc, pendant très longtemps, on a associé uniquement virus et maladie. En fait, les millions de virus qui existent sur Terre, la plupart d'entre eux
sont totalement inoffensifs, on ne les connaît même pas, on ne les croise pas toujours. Il y en a plein d'océans qu'on n'imaginait même pas il y a quelques années. Ils vivent leur vie, certains parasitent des bactéries, certains parasitent des plantes, et sans doute une bonne partie de ces virus n'ont aucun impact sur la santé publique. Et donc, on a connu l'ensemble des virus, en fait, par une petite entrée qui est celle des quelques virus qui nous rendent malades. Et depuis qu'on a des outils de séquençage génétique qui permettent de séquencer des quantités de prélèvements à toute vitesse et de mettre en évidence des quantités d'espèces virales ou de séquences virales rapides, regardez le schéma, peu importe la légende, on a cherché à regarder s'il y avait chez les mammifères, chaque animal représente, il y a un oiseau, mais regardez les mammifères, on a essayé de chercher si on avait une corrélation entre les différents ordres de mammifères et le nombre de virus, en mettant ici en abscisse le nombre d'espèces virales et en ordonnée le nombre d'espèces qui pouvaient être zoonotiques parmi ces espèces virales, sachant que tout cela dépend du nombre d'espèces de chaque ordre qu'on a testé pour chercher des virus. Et à droite, par exemple, là où il y a le plus grand nombre d'espèces zoonotiques possibles, vous avez les rongeurs. C'est le groupe qui a le plus d'espèces aujourd'hui, il y a plus de 2000 espèces de rongeurs. Juste en dessous, avec le petit dessin du cochon, ce sont les artiodactyles. Il n'y a pas beaucoup d'artiodactyles, avec 400 à peu près. Mais là, vous avez les vaches, les moutons et les chèvres, animaux d'élevage, qu'on a beaucoup plus explorés que les antilopes, par exemple. Et les chauves-souris qui sont au milieu, en ce moment dont on parle beaucoup, 1400 espèces, on n'a testé que quelques dizaines d'espèces. Donc, il faut lire ce schéma-là en pensant qu'on n'a pas du tout la même pression d'études pour chercher des virus par espèce, par ordre, en fonction de la facilité d'accès ou bien la proximité. Les animaux domestiques ont beaucoup plus été utilisés, cherchés que les sauvages, et les animaux comme les rongeurs, qui sont plus simples à observer que les chauves-souris nocturnes, petites, discrètes, ne sont pas du tout faciles à étudier. Et donc là, il y a ça met en évidence aussi les lacunes des connaissances. Et puis après, quelque chose que peut-être vous connaissez, mais moi, ça me paraît important de le rappeler, chacun d'entre nous, là, dans cette salle, si je retire de mon organisme ce qui n'est pas moi, je ne suis plus viable. Est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire? J'ai plus de bactéries dans mon corps que de cellules humaines. 10 puissance 12, 10 puissance 13, bon, ça fait beaucoup, mais j'en ai quand même plus de bactéries. Là, elles sont sur ma peau, dans ma gorge, dans mon tube digestif, au niveau des parties génitales, sous les bras. Ce sont des populations bactériennes différentes à chaque fois, des écosystèmes bactériens différents, et je ne peux pas vivre sans. Et elles me protègent également d'autres bactéries que je rencontrerai qui voudraient éventuellement faire affaire avec moi. Je ne suis pas forcément d'accord, mais il y a une protection que ces bactéries vont apporter, alors je schématise le discours, par rapport à d'autres bactéries. Dans mon ADN, et c'est pareil chez vous, 8% de l'ADN, ce sont des virus que nous avons croisés au cours de l'évolution, quand on était primate, quand on était mammifère, quand on était reptile. Comment ça s'est passé quand on s'est rencontrés? Je n'en sais rien, mais ils se sont intégrés à notre ADN et on vit avec eux, et vivent avec nous. Et je vous rappelle que chez les mammifères, il y a un phénomène qui est quand même assez particulier et tout à fait passionnant d'un point de vue évolutif, c'est la gestation chez les dames et chez les femelles mammifères, qui fait que l'embryon n'est pas rejeté comme un greffon. Or, l'embryon est immunologiquement parlant différent de la maman. Or, il est conservé. C'est un virus à ARN, un rétrovirus, qu'on a récupéré il y a environ 50 millions d'années. On ne ressemblait pas à grand-chose à ce moment-là. On était vraiment différents de ce que nous sommes aujourd'hui, qui s'est adapté à notre génome, et cet ADN-là qui contrôle le non-rejet de l'embryon pendant le développement. Donc, non seulement il y a des virus qui ne nous font rien, mais il y en a sans lesquels on ne pourrait même pas vivre, et on ne pourrait pas être mammifère. Donc, évidemment, il y a des virus dont on a besoin, et heureusement qu'ils sont là. Donc, il ne faut pas voir les virus comme étant simplement les agents de maladie, c'est bien d'autre chose. Les mitochondries, qui sont nos petites usines d'énergie dans nos cellules, anciennes bactéries ou peut-être archées, avec qui on a fait affaire symbiotes. Ce sont nos usines d'énergie. Les plantes, c'est les chloroplastes. C'est grâce aux chloroplastes que la photosynthèse existe et que la vie existe sur Terre, qu'on peut respirer, qu'on peut manger, etc., etc. Qu'est-ce que c'est qu'un individu?
ou une espèce sans tous ces autres-là. Et donc ça donne quand même une façon un peu différente de définir une espèce et un individu. Et dans ce cas-là, la biodiversité, moi je suis un écosystème. Chacun d'entre nous sommes un écosystème. Et on sait que plus on simplifie cet écosystème, plus on prend des risques. Alors, si je le développe, ça va être très long, mais vous savez que nous sommes la 3e ou 4e génération, au moins en Occident, à vivre sans parasites digestifs. Nos ancêtres, et donc pendant les quelques milliers de générations précédentes, avaient tous des parasites dans le tube digestif, des ascaris, des oxyures, des ténias, et que nous avons développé en tant qu'humains et mammifères un système immunitaire qui les contrôlait plus ou moins bien. Et vous savez qu'il y a une théorie actuelle de l'excès d'hygiène qui essaye de comprendre pourquoi on voit se développer dans nos populations des maladies auto-immunes et des allergies. Et il y a une corrélation qui est suggérée entre la disparition de ces parasites, qui fait que le système immunitaire n'a plus rien contre qui se battre, et qui de temps en temps part de travers sur quelque chose qui normalement n'est pas du tout à éliminer, et puis ce trop d'hygiène, plus de parasites, et donc on a quelques excès qui se retournent contre nous. Et il est possible que cette perte de parasites soit une explication de cette augmentation de ces maladies auto-immunes et allergiques. Donc, et vous savez qu'il y a des cas où on peut maîtriser certaines de ces maladies en faisant réavaler aux malades des œufs de parasites sous contrôle médical. On ne fait pas ça n'importe comment, mais ça peut vraiment parfois améliorer leur état de santé. Et donc on appelle, un mot que peut-être vous connaissez même certainement, qu'on voit quand même apparaître assez souvent, le microbiote. Donc c'est l'ensemble de ces micro-organismes qui sont portés par l'individu, qui sont essentiels pour nous. Et vous savez que simplement, on peut tomber malade simplement par un changement de pourcentage des bactéries de notre tube digestif, par exemple, sans aucune infection supplémentaire. Simplement, le rapport entre les unes et les autres se modifie. Il y a un déséquilibre qui peut être lié au climat, à une mauvaise alimentation, et ça peut nous rendre malades. Donc voilà, donc j'avance là-dessus. Alors, l'exemple de ces maladies, de ces agents de maladie, les prions, je ne veux pas développer. Vous avez les virus, les bactéries, toutes sortes de vers, les acariens, etc., etc. Et tout ça, ça vit à côté de nous. La faune sauvage, mais elle est assez loin. Par contre, la faune domestique, beaucoup plus proche, celle-là, elle peut être à surveiller. On a quelques exemples intéressants de cohabitation qui se passaient plus ou moins bien. Donc, est-ce que tout ça est grave? Est-ce que c'est embêtant d'avoir des parasites, de ne pas en avoir? Il me semble que l'idée, ce n'est pas forcément d'être stérile, parce que ce n'est pas possible et ce n'est pas viable, mais c'est de savoir contre lesquels on aimerait éviter de se trouver trop proche et comment faire pour cohabiter intelligemment. Alors, prenons un autre exemple que celui du castor de Rémi, mais les virus. Par exemple, comment est-ce qu'on peut faire? Il semble quand même, et il y a quelques arguments, et je vais en développer un ou deux, qu'une riche biodiversité, comme pour un écosystème, c'est une garantie qui permettrait... L'idée est assez simple, alors il faut la démontrer, et ce n'est pas toujours facile. Quand il y a une grande biodiversité, un microbe, il peut trouver un malade, il peut trouver deux malades, il ne peut pas trouver une population entière qu'il va envahir. Parce que entre deux individus de même espèce, il y en a beaucoup d'autres qui sont présents, mais plus vous simplifiez l'écosystème, plus vous rendez les personnes individus homogènes, plus le microbe qui arrive et qui trouve un à son goût va trouver tous les autres à son goût. Imaginez une savane africaine ou une forêt tempérée au Moyen-Âge, quand il y avait encore beaucoup de diversité, et comparez à un élevage de poulets ou un élevage de bovins. Un élevage de poulets, 10 000 poulets, ce ne sont pas des clones, mais ils sont quand même extrêmement homogènes. Si vous avez un microbe qui arrive dans un de ces poulets-là et qui fait affaire avec, il a 10 000 poulets pour se balader. Dans une population sauvage où vous avez plein d'espèces différentes sur une petite surface, le même microbe, il trouvera tout le temps un individu différent et il aura du mal à se développer. Et donc, nous-mêmes, avec une augmentation démographique, j'en dirai un mot, ça a été déjà cité par Rémi, et puis une homogénéisation de l'alimentation, des habitudes, etc., ça peut favoriser les microbes, et en fait, on fait beaucoup de choses qui nous paraissent des grands progrès, qui, quand on les regarde avec l'information épidémiologique dont on dispose maintenant, nous expliquent qu'en fait, on simplifie la vie des microbes, et ce n'est pas forcément ce qu'on voulait a priori. Et donc,
Il y a une biodiversité dont on ne parle pas beaucoup, c'est celle des animaux domestiques, avec qui on vit, et c'est quand même important. Et en fait, vous allez voir qu'on a un petit passé de cohabitation microbienne avec eux qui est assez intéressant. Alors, quelquefois, quand on veut rendre les choses un petit peu concrètes par rapport à la biodiversité, si on prend l'exemple domestique, pour un Français, l'image qui suit, elle est assez parlante sur à quoi ça sert la biodiversité, ça donne quoi? Ça donne ça. Là, vous avez quelque chose dont nous sommes fiers, alors on peut en trouver un tous les jours différent, mais vous avez la race de bovins, qui ont toutes des compositions de lait qui sont différentes, qui va varier en fonction de l'alimentation qu'on va leur donner, et je pense à l'alimentation naturelle. Et après, vous avez les lactobacilles, qui sont les bactéries qui vont agir sur le lait pour passer du lait au fromage, avec des souches différentes. Et donc, une image... Alors ça, c'est pas dans la biodiversité, c'est une conséquence, on est d'accord. Hein, mais ça, c'est vraiment à quoi ça peut servir, cette biodiversité domestique. Ça nous donne des choses dont nous sommes très fiers et dont nous avons des beaux représentants dans toutes les régions de France. Mais il y a un exemple que je trouve assez intéressant sur le fait que les animaux sauvages qui nous font peur ne sont pas du tout ceux par rapport auxquels il faut le plus se méfier. Il faut penser que depuis 11 000 ans à peu près, on vit avec des animaux et les conséquences sanitaires ont déjà été extrêmement lourdes. On pense que les bovins ont été domestiqués il y a à peu près 8 000 ans, à partir de l'aurochs, qu'on a entre-temps exterminé. Mais ces bovins hébergeaient un virus de la même famille que le virus de la maladie de Carré des chiens, morbillivirus. Et ce virus-là s'est adapté aux humains quand on a fait la domestication, mais à ce moment-là seulement. Et ça s'est passé peut-être une seule fois, avec un succès assez considérable. Et le virus de la peste bovine est devenu le virus de la rougeole de l'homme. Il se trouve que le seul primate avec ce virus de rougeole, c'est l'espèce humaine. On ne trouve pas de rougeole chez les grands singes, on ne trouve pas d'équivalent dans ce groupe de virus chez les primates. Le seul morbillivirus connu chez les primates, c'est la rougeole, et l'explication, elle a été démontrée assez récemment par des analyses de phylogénie virale, c'est la peste bovine. Or, l'histoire est assez intéressante parce qu'on domestique les aurochs il y a 11 000 ans. Entre-temps, on extermine les aurochs, débarrassés, voilà, le dernier connu est mort en 1627 en Pologne. Mais il a eu le temps de nous passer son petit virus de la peste bovine, qui est devenu le virus de la rougeole. Les humains, les bergers, les vachers, les éleveurs de bovins étaient très embêtés par ce virus, et grande campagne mondiale d'éradication. On a éradiqué la peste bovine de tous les élevages bovins de la planète, et ça a été célébré en 2011. Donc, grand succès. Je rappelle à cette occasion, je lisais encore un communiqué sur des campagnes de lutte contre la poliomyélite chez les humains. On a encore tué 5 personnes humaines qui allaient vacciner des enfants en Afghanistan et au Pakistan ont été tuées par les villageois chez qui ils allaient vacciner. Les parents ne veulent pas qu'on vaccine les enfants. La campagne de vaccination contre la peste bovine, donc qui s'est passée au début du XXIe siècle, pour dire simple, il est plus facile de vacciner les vaches que les enfants dans certains pays. Je ne suis pas sûr que ça soit complètement satisfaisant. Donc, il y a encore des enfants qui font la polio. On a éradiqué la peste bovine des bovins. Et aujourd'hui, nous, occidentaux, on arrête de vacciner nos enfants contre la rougeole. Pourquoi? Je ne sais pas. Je n'ai pas d'explication. Alors, j'ai entendu beaucoup de choses. Enfin, en tout cas, la conséquence, c'est qu'au début du XXIe siècle, joli pic de rougeole, alors qu'on a un vaccin depuis 30 ans. Il est parfaitement au point. On commence à avoir des milliers de cas, et on a eu, pour la première fois au début du XXIe siècle, des morts de jeunes adolescents en France de rougeole. En 1973, 130 millions estimés de rougeole sur la planète, taux de létalité 6,15%, c'est autre chose que ce qu'on entend en ce moment sur une autre maladie que je n'ai toujours pas citée. 8 millions de morts. On a mis en place une grande campagne de vaccination et on a abaissé en 2016 le taux de létalité, le taux de décès à 90 000. Il me semble quand même que c'est un certain progrès et c'est dommage d'imaginer que certains le refusent dans nos pays, alors que
la rougeole, c'est le virus qui est le plus efficace, si je puis dire. Un malade contamine 20 personnes. Il y a des séquelles neurologiques qui peuvent être assez sévères. Enfin bon, voilà. Pourquoi est-ce que tout ça bouge un petit peu? En fait, les microbes, ils sont ce qu'ils sont. Mais croyez-moi, nous aussi, on est ce que nous sommes. Et on a des comportements humains extraordinaires. Démographie, je vais en dire un mot. Domestication, la rougeole est un bel exemple des conséquences des liens entre nos animaux proches et notre santé. Les voyages, les mouvements de population, la circulation des biens et des personnes, changement d'usage des sols. Et après, on peut imaginer toutes les inégalités qui existent sur la planète. Croyez-moi, il y en a. Et croyez-moi, ça ne va pas en s'arrangeant. Alors voilà le schéma de ce que tout à l'heure Rémi vous a présenté. L'espèce humaine a 300 000 ans. L'unité sur l'abscisse, c'est le millénaire. Donc le point zéro, là-bas, il faut faire 300 fois cette unité-là. Donc je pense que le point zéro, il est de l'autre côté du mur, dans la salle d'à côté. Le premier millénaire, l'année où on pense qu'on a approché le premier milliard d'êtres humains, c'est 1800, certains disent 1850, enfin c'est le tout début du 19e siècle. Le second millénaire, le deuxième milliard d'humains est arrivé en 1930. Nous sommes en 2021. Il y a des gens qui sont nés en 1930 qui sont toujours avec nous. Ces gens-là, en 2024, ils n'auront pas encore 100 ans, ils auront vu la population mondiale quadrupler. Vous imaginez? Moi, je suis né un peu plus tard, là, au milieu du XXe. Moi, j'ai déjà vu la population mondiale tripler. Donc, on attend le 8e millénaire. Bon, en 2024, on y est presque, Rémi, c'est sûr. Hein. Mais ce que je peux vous dire simplement, c'est qu'on ne peut pas imaginer que dans la vie qui vient, les enfants qui naissent maintenant, qui seront là en 2100, on ne va pas requadrupler la population mondiale par rapport à aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Donc, il y a un moment où cette courbe-là, elle va changer. Alors, comment elle va changer? Moi, je n'en sais rien. Il y a plein de projections qui existent sur des choses plus ou moins brutales, plus ou moins violentes. Mais il n'est pas possible, sur la planète Terre, dont les frontières sont... Alors, qu'elles soient rondes ou plates, ça ne change rien. Elle a des limites. On ne peut pas requadrupler par rapport à aujourd'hui. Et en ce moment, c'est 1 milliard de plus tous les 13 ans. Et ça, d'un point de vue épidémiologique, c'est extraordinaire. Vous avez des effets de seuil qui ne sont possibles qu'à partir d'une certaine densité de population. Et en montant comme ça les chiffres, on augmente toutes les probabilités vers le 1 de façon assez spectaculaire. Donc ça, c'est sûr qu'il va se passer quelque chose. Alors n'oubliez pas aussi, on est très fiers de nos Airbus. Alors j'ai mis des Airbus d'Air France, forcément. Mais en 2019, la dernière année normale, entre guillemets, nos avions ont transporté 4 milliards de personnes, donc plus de la moitié de la population. Alors, ce n'est pas plus de la moitié de personnes différentes. Il y a des gens qui ne voyagent pas du tout en avion et d'autres qui prennent l'avion 20 fois dans l'année, peut-être plus. Hein. Imaginez, au hasard, j'ai pris un pays comme la Chine, je ne sais pas pourquoi, début 2020, 90 vols hebdomadaires en provenance de Chine qui se posaient à Charles de Gaulle. Donc, je veux dire, on a ouvert le monde aux microbes. Quand on prenait le bateau à l'époque de Christophe Colomb pour aller voir ce qui se passait de l'autre côté de l'Atlantique, il fallait 3 mois pour arriver. Quand on avait la grippe, on était déjà pas bien, enfin, longtemps avant d'arriver. Là, en quelques heures, on a fait le tour de la planète. Alors, si vous ajoutez le changement climatique avec des cartes peut-être déjà un peu dépassées que l'INRA proposait au début du siècle, à gauche, la cartographie des dominantes végétales forestières en ce moment, enfin au début du 21e, et ce que ça pourrait donner en 2100. Alors vous voyez par exemple, en vert tendre dans le nord-est, c'est le hêtre, les forêts dominées par le hêtre. Il ne reste plus grand-chose en 2100. Le vert en bas, le rouge en bas, c'est le chêne vert. Vous voyez les forêts dominées par le chêne vert jusqu'où elles montent dans le centre de la France. Donc si la forêt change, en tout cas si les conditions climatiques permettraient à ce type de forêt de se modifier de cette façon-là, imaginez toute la faune qui dépend de cette végétation, comme elle va évoluer, et en conséquence, évidemment, tous les vecteurs, toutes les bestioles qui transportent des microbes, des parasites, tout ça, ça va bouger. Ça va bouger. Il faut vraiment regarder ce qui va se passer. Et puis on a plein de petites bestioles de ce calibre-là. Ça, c'est un Culicoides, c'est tout petit, un tout petit diptère qui transmet des maladies. Il y en a plein qui nous ont posé des problèmes depuis 20 ans. Le West Nile est arrivé en Amérique. La fièvre catarrhalovine,
qui est arrivée dans le nord de l'Europe, la grippe aviaire, et à chaque fois, ce sont des mouvements favorisés par l'espèce humaine. Ce n'est pas uniquement la fatalité. Le West Nile en Amérique est arrivé en avion, dans un avion de ligne régulière, sans doute dans des oiseaux de cage et de volière qu'on a importés depuis l'Est méditerranéen jusqu'à New York. Et les oiseaux, ils portaient le virus que personne n'avait cherché, auquel personne ne pensait. Les moustiques locaux ont fait le lien, etc., etc. Donc nous-mêmes, nous créons des conditions extraordinaires pour les microbes. Et si je prends aujourd'hui la biomasse des mammifères terrestres, aujourd'hui, 60% des mammifères terrestres en kilos, ou en tonnes, ou en ce que vous voulez, ce sont les animaux d'élevage. 60%. Les humains, alors voilà, humains, hommes et femmes, 36%. Et le total de la faune mammifère sauvage, des éléphants aux souris, 4%. Et on continue à trouver que c'est trop. On continue à avoir des nuisibles, on continue à détruire chez nous les uns et à flinguer les autres ailleurs. Alors si vraiment il y a des microbes qui sont cachés là, ils sont courageux les microbes, parce que franchement, moi j'ai quand même plus peur des 60% qui sont à côté de moi gros comme ça, que des 4% en plus que je ne croise pas très souvent. Alors, quelques exemples, avec une jolie vache, là, elle vient de la baie de Somme, celle-là, enfin, par intermédiaire, elle n'est pas née là, enfin, voilà, c'est les vaches écossaises. Donc, un mot sur une maladie que tout le monde connaît bien, la maladie de Lyme, qui est intéressante d'ailleurs. Hein. Donc, c'est une bactérie qui est portée par des tiques, et dont les réservoirs sont des petits rongeurs, et quelquefois quelques oiseaux. Et les tiques, vous savez, ce sont des acariens, 4 paires de pattes, ce n'est pas des insectes, avec 3 stades, et c'est des bêtes qui se nourrissent 3 fois dans leur vie. Ça se nourrit une fois quand c'est larve, après ça mue, ça devient nymphe, deuxième repas sanguin, ça mue, ça devient adulte, troisième repas sanguin, et après ça pond et c'est fini. Il n'y a pas de transmission de la bactérie par les œufs d'une génération à l'autre. Donc les tiques elles-mêmes, elles se contaminent en se nourrissant sur les petits rongeurs, et c'est quand une fois qu'elles sont... Donc la larve est forcément saine, elle se contamine sur les petits rongeurs, et la nymphe et l'adulte peuvent contaminer en retour l'animal sur lequel elles vont se nourrir. Et donc nous, on peut se balader dans les campagnes, dans les forêts, récupérer des tiques, et elles commencent par souffler un peu quand elles s'installent, et c'est comme ça qu'elles nous transmettent avec leur salive les bactéries. Et vous savez que les prédateurs des petits rongeurs, ce sont les carnivores de chez nous. Il y a des études qui ont montré que là où les carnivores sont assez nombreux, où ils ne sont pas trop embêtés, on a beaucoup moins de nymphes et de larves de tiques porteuses de Borrelia que là où on flingue systématiquement les renards, les fouines et les petits mustélidés. Et donc, non seulement les rongeurs sont mangés par des prédateurs, mais ces mêmes prédateurs ont un rôle efficace sur la protection, la prévention du risque de la maladie. Alors, c'est sûr que là, à la limite, que les rongeurs soient porteurs de la maladie, ça ne me pose aucun problème. Mais on va argumenter pour protéger les renards en disant, si on laisse les renards manger les rongeurs, on aura moins de transmission possible vers les humains. Donc, c'est vraiment un argument assez simple à comprendre. Alors, il y a un autre schéma, mais je vais passer vite parce que c'est la même chose. Historiquement, en 2010, c'est pas vieux, hein, c'est le premier cas où on démontrait l'intérêt d'une biodiversité plus riche par rapport à une biodiversité appauvrie, souvent par les humains, pour protéger justement de cette bactérie de Lyme. La grippe, influenza, autre belle histoire, ce sont des virus d'oiseaux. On est clair que sans les oiseaux, on n'aurait pas la grippe chez les humains. Sauf que la plus grande diversité de ces virus, elle tourne chez les oiseaux, et ça ne nous pose aucun problème, on ne les croise pas très régulièrement. Et de temps en temps, en tout cas c'est arrivé autrefois, on a eu des passages. Est-ce que ça s'est passé par des oiseaux d'élevage, des volailles? Est-ce que ça s'est passé directement? En tout cas, jusqu'à 2005, on n'avait aucune preuve d'un passage direct d'un virus d'oiseau sauvage vers un humain. Et il se trouve qu'un mammifère chez lequel le virus de la grippe s'adapte assez bien, ce sont les porcs. Or, les porcs, on les élève, ils sont donc à proximité des personnes. Et en passant à droite, c'est un schéma du virus. C'est un virus à ARN. Écoutez, je vais arrêter, je vais retirer ça parce que c'est vraiment pénible. Voilà.
je marche dedans, je parle dedans, je crache dedans, enfin bon. Voilà. Et donc, l'ARN du virus, il est coupé en 8 segments. Et c'est intéressant parce que quand le virus se reconstitue dans un cycle viral, ça peut se recombiner avec d'autres souches et ça peut donner des choses assez intéressantes. Alors, le schéma plus réaliste de la grippe, c'est celui-là, où vous avez toutes les formules possibles. Mais bon, voilà, la partie à gauche, c'est la partie sauvage. Et les humains, en fait, ils sont rarement liés aux oiseaux sauvages. Ils sont beaucoup plus exposés aux virus des volailles ou bien au virus des porcs. Et vous avez des virus également chez les chauves-souris, mais on n'a jamais eu de lien avec les humains. Chez les mammifères marins, c'est plutôt nous qui éternuons dans la mer et qui contaminons les dauphins. Et les chiens et les chevaux peuvent également être contaminés par des virus de grippe, mais c'est vraiment assez anecdotique. Et vous avez donc l'histoire d'un... Peut-être vous vous rappelez, la première fois qu'on a parlé de pandémie au XXIe siècle, c'était en 2009, si je me rappelle bien, avec un virus qui venait de Californie ou du Mexique, enfin dans ces coins-là. Et en fait, quand on a reconstitué ce virus, c'est le virus qui est tout en bas, à côté de la silhouette de l'homme, on s'est rendu compte que c'était un virus qui, au départ, qui venait d'une souche ancienne chez les cochons, qui s'est combiné avec une souche ancienne des canards, qui s'est combiné avec une souche ancienne humaine chez un cochon, chez lequel tout ça s'est remélangé, s'est repassé sur un autre cochon en récupérant un autre virus de cochon, et ça a fini par donner le virus de H1N1 avec un petit v, c'était comme ça qu'on l'a appelé, qui en 2009 a créé une pandémie. Et rappelez-vous, c'est l'année où Mme Bachelot avait acheté 90 millions de doses qu'on n'a jamais utilisées. Alors, bon, c'est plus facile de raconter l'histoire après coup qu'avant, hein, c'est vrai. Hein. Et à ce moment-là, personne ne savait vraiment ce qui allait se passer. Là, on avait un vaccin. Récemment, on n'avait pas de vaccin. Ce n'était pas du tout le même contexte. Donc, voilà, ce qui est dommage, c'est qu'on est surréagi à ce moment-là. Et ça a peut-être fait du tort sur la réaction par rapport à ce qui s'est passé en 2019-2020. Voilà, c'est dommage que l'expérience ne soit pas toujours bien appréciée dans le contexte. Et l'histoire ne se répète en général pas tellement. Et simplement cette image pour vous dire qu'entre les oiseaux migrateurs qui font peur à tout le monde et à nouveau les Airbus Air France, croyez-moi, on a beaucoup plus de raisons de penser que là-haut, il y a beaucoup plus de facilité pour faire voyager des virus, en plus entre populations humaines, parce que les oiseaux migrateurs, ils ne vont pas forcément venir vous voir dans votre salon après avoir traversé l'Atlantique ou la Méditerranée, ce n'est pas fréquent. Hein. Voilà. En tout cas, bon, un petit mot sur la tuberculose, parce que dans ce cas-là, je vous rappelle, la rougeole, c'est un virus de bovin. Eh bien, nous, on s'est vengé. On a refilé la tuberculose aux bovins. Donc, quand on a domestiqué les aurochs, ils nous ont passé la peste bovine qui est devenue la rougeole, et nous, on leur a passé la tuberculose humaine qui est devenue la tuberculose bovine. Et c'est celle-là qui embête les blaireaux en ce moment, et qui justifie que dans pas mal de départements, on tue des blaireaux, y compris des départements où il n'y a pas la tuberculose, mais on ne sait jamais. Parce que ça, c'est des choses que certains ont bien entendues et utilisent à très mauvais escient. Et ce n'est pas du tout comme ça qu'on va faire les choses. Le problème de la tuberculose en ce moment, c'est le sida qui a, en abaissant, on pense qu'un tiers des humains est porteur de la mycobactérie. Un tiers. Et donc, si vous avez quelque part un souci d'immunité, abaissement de l'immunité, la bactérie qui est portée, jusque-là totalement inaperçue, peut redémarrer et peut déclencher une maladie. Et vous savez que le sida est un facteur de baisse d'immunité, donc ça c'est important. Et vous avez également un deuxième problème qui risque de faire des dégâts dans le XXIe siècle, c'est l'antibiorésistance. On a tellement utilisé nos antibiotiques que presque toutes les bactéries... Imaginez une génération de bactéries, c'est quelques heures. Nous, c'est 20 ans. Donc on ne va jamais gagner contre les bactéries ou les virus si on pense à l'échelle de temps. Et on a tellement mal utilisé nos antibiotiques qu'on a maintenant des mycobactéries de la tuberculose humaine résistantes à tous les antibiotiques connus sur le marché, à tous. Et ça, ce n'est pas très rassurant et il faut essayer de trouver des réponses et elles ne sont pas encore évidentes. Alors, un mot sur la rage, parce que ça, c'est vraiment une maladie qui n'existe pas sans le réservoir animal. Curieusement, les virus de rage viennent des chauves-souris. Alors, les chauves-souris, ça fait peur à tout le monde. Moi, j'en ai connu plusieurs personnellement, et je vais toujours très bien. Donc, n'ayez pas peur des chauves-souris. On pense que sur Terre, 50 à 60 000 personnes, on ne connaît même pas le chiffre, 50 à 60 000 personnes meurent de rage tous les ans sur Terre. 99,9% sont liés à des morsures de chiens, Canis familiaris, le chien domestique, notre meilleur compagnon. Donc il y a des cas quand même, le meilleur compagnon, il y a encore des progrès à faire. En fait,
si on fait une carte, alors tout le monde vous raconte qu'on a trouvé un virus de chauve-souris, de rage de chauve-souris à droite, à gauche. On a des cas avec des mangoustes à droite, on a des loups par ici, des chiens vivérins, de renards arctiques, on a même des phoques qui ont été mordus par un renard arctique au Groenland qui a fait la rage. Enfin, vous voyez l'histoire. Totalement anecdotique. La rage, ce sont les chiens. Le fait qu'il y ait 20 virus différents de rage chez les chauves-souris, peu importe, c'est intéressant, c'est passionnant d'un point de vue histoire des virus, mais ce n'est pas le problème. Le problème de la rage dans le monde, c'est les chiens errants, les chiens non vaccinés et les pays du Sud qui n'ont pas les sous, qui n'ont pas les centres de soins, qui n'ont pas les vaccins, qui n'ont pas les sérums. Certains des pays, le problème de la rage est simple, malheureusement. Les chiens, ce n'est pas le ministère de l'Agriculture qui s'occupe de l'élevage. Mais la santé qui s'occupe des gens ne s'occupe pas des chiens non plus. Et donc aujourd'hui, en 2021, on est à peu près dans le même état qu'à l'époque de Pasteur, à la fin du 19e, par rapport à la rage. Il y a un vaccin, mais les pays qui en auraient besoin n'ont pas les sous pour le faire. Et comme le chien, il ne dépend pas de la santé et que l'agriculture ne s'occupe pas d'animal de compagnie, personne ne bouge. Et on a toujours 50 000 morts par an de rage. Voilà. Donc il y a un grand programme international pour essayer de l'éradiquer à l'horizon 2035. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Alors, un petit mot passant d'un virus, donc peut-être vous avez entendu parler, etc. Coronavirus, ça vous dit quelque chose, avec une petite couronne autour de la tête, très jolie. Alors, c'était redécouvert, je parle de ceux du début du XXIe siècle, le SARS, le premier. C'était des virus qu'on connaissait chez les humains jusque-là, peut-être ça vous dit quelque chose, c'était les rhumes. Et c'était des virus qui n'ont pas de nom commun, ils ont des noms de code quand on les a décrits avec COV pour coronavirus, avec un numéro de laboratoire. Et ça donne les rhumes de l'hiver qui nous ennuient tellement, mais qui ne sont pas si graves que ça. Et par contre, les vétérinaires les connaissaient bien parce qu'il y avait une maladie des porcs qui était importante en élevage, coronavirus, une maladie des chats qu'on aime bien, coronavirus, la PIF, et un coronavirus de bovins, un coronavirus de chiens, mais c'était un peu anecdotique. Et puis on a eu le SARS en 2002-2003, et l'histoire elle est intéressante parce que vous voyez au départ, chauve-souris, on pense que ce sont les vrais réservoirs, et puis le SARS, c'est là le groupe bêta-coronavirus. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé ça, et ça c'est l'image de gauche. Vous voyez une dame dans un élevage de civettes palmistes masquées en Chine en 2003. C'est un petit animal que dans le sud de la Chine on mange. Nous, on se fait vacciner contre, enfin ceux qui veulent, se font vacciner contre la grippe à l'automne. Là-bas, on mange une civette. Tradition oblige. Vous mangez une civette, vous vous êtes protégé contre la grippe. Sauf que cette année-là, elles avaient récupéré un coronavirus. On ne sait pas trop comment ça s'est passé, mais en tout cas, ce sont les cuisiniers dans les restaurants qui servaient les civettes. En Chine, dans un restaurant, pratiquement, sauf si c'est de la vache, on vous montre l'animal que vous allez manger vivant. Vous pouvez choisir votre poisson, vous pouvez choisir votre civette, alors dans une petite cage, la pauvre bête, vous imaginez. Donc c'est le cuisinier qui, avant de faire le civet, va tuer l'animal. Et ce sont ces gens-là, au moment de la mise à mort et de la préparation, qui se sont contaminés. Il y a eu quelques cas de contamination, c'est passé à quelques humains, peut-être un, et ce sont ces premiers humains qui ont contaminé les autres humains, le virus étant complètement humanisé. Et c'est vraiment un exemple d'une maladie d'origine animale, le SARS, en 2002-2003, contamination des cuisiniers dans les restaurants à partir des civettes. Le virus passe de la civette à l'homme et devient humain, virus humain. Et après, transmission d'homme à homme, et homme y compris femme, hein, on est bien d'accord. Et en 2003, ça a fait 8000 cas, dont, j'arrondis un peu, 8000 cas, dont 800 décès. Létalité, 10%, c'est quand même beaucoup. Hein, c'est vraiment beaucoup plus que ce qui s'est passé. La seule différence par rapport à actuellement, c'est que les gens n'étaient pas contagieux avant d'être malades. Donc ils étaient malades et seulement un jour ou deux après, ils pouvaient transmettre le virus. Aujourd'hui, vous avez compris, les gens sont contagieux avant d'être malades. Et là, c'est beaucoup plus difficile parce que la personne ne ressent rien, elle peut déjà contaminer son entourage. Mais en fait, les civettes palmistes masquées, si on les avait laissées dans leur forêt à manger leurs fruits dans les arbres, on n'aurait jamais été malade. C'est parce que, comme ça se vendait bien et qu'il y avait un marché potentiel et que les gens voulaient tous manger une civette avant l'automne, qu'on a commencé des élevages, et cette petite bestiole était dans un élevage de civettes. Il y avait 400 civettes dans cet élevage-là. Et à partir du moment où vous mettez tous les animaux dans les mêmes conditions, en plus une civette en élevage
qui a été capturée en nature, même si elle est née la génération d'avant, ce n'est pas du tout des conditions naturelles pour elle. Et on peut imaginer une baisse d'immunité, on peut imaginer des conditions difficiles d'entretien, et on favorise la multiplication du virus. Donc alors, pour aller vite, je ne sais pas si peut-être je ne vais pas encore assez vite, mais en fait, quand on rétrécit cette biodiversité en simplifiant, en réduisant le nombre d'espèces, en homogénéisant les individus dans chaque élevage, c'est le principe de l'élevage, on favorise le risque de transmission puisqu'on a des populations homogènes. Inversement, vous avez un écosystème en bon état avec beaucoup d'espèces sur une petite surface, une grande diversité, pareil pour les microbes. Les microbes qui sont déjà installés, ils peuvent vous protéger d'une infection par un nouveau microbe. Si vous n'avez aucun microbe dans votre organisme, le premier qui passe, il rentre, y compris des pathogènes. Alors, je schématise un tout petit peu, mais imaginez qu'il y a forcément aussi une compétition intra-microbes. Et plus vous avez vous-même une bonne défense immunitaire avec des bons microbes qui sont bien installés chez vous, plus vous êtes protégé contre d'autres invasions. Pensez à quelque chose. Je reviens un instant sur l'histoire de l'hygiène poussée trop loin. Vous savez qu'on mange encore en France, on est courageux, des fromages au lait cru. Vous savez ça, hein, c'est dangereux les fromages au lait cru. On a quelques cas par an de listériose qui peuvent parfois aller jusqu'au décès de la personne. Quelques cas par an. Il y a donc des hygiénistes qui ont dit, des médecins, c'est pas normal, on va interdire tous les fromages au lait cru. Et on ne mangera plus que des fromages pasteurisés et on pourra sauver quelques vies par an. L'enjeu, et on revient sur les risques de maladies auto-immunes et de maladies allergiques, on pourrait rendre malade, en faisant simplement ça, 25% de la population française. En voulant protéger quelques cas de listériose qui sont réellement fâcheux, en supprimant tous les fromages au lait cru, on pourrait mettre en difficulté 25% de la population française. Alors, est-ce que l'hygiène à tout prix, dans ce contexte-là, est une bonne idée? On peut en discuter. Donc, j'avance. Voilà. La domestication est certainement un phénomène très important en contexte de sanitaire. Et je pense que la faune sauvage, là où elle est, souvent assez loin de nous-mêmes, ce n'est pas vraiment un problème. Alors, si vous avez une chauve-souris qui niche dans votre grenier, c'est très bien, mais n'allez pas l'embrasser tous les soirs. Ce n'est pas la peine. Vous la laissez faire sa vie de chauve-souris, vous habitez un petit peu plus bas, et tout va bien. Donc il y a aussi des gestes. Il n'y a pas très longtemps, j'ai vu une photo de chauve-souris dans la main de quelqu'un sur un document pédagogique. Une main sans gants. Ça, c'est une mauvaise idée. Les centres de soins, OK, ils s'occupent des animaux blessés, y compris des chauves-souris, mais ces gens-là, ils connaissent leurs règles, et s'ils font de la pédagogie, ils montrent la chauve-souris dans une main gantée. Et eux-mêmes, ils ont une protection, ils ont un masque, pas uniquement à cause de la Covid, mais parce que les animaux peuvent échanger, et nous aussi, on peut les contaminer, ça marche dans les deux sens, et on se protège. La règle, vous n'êtes pas des étudiants, mais je le disais aux étudiants autrefois, ne manipulez pas un animal sauvage trouvé dans la forêt à main nue. Vous trouvez un petit animal qui ne paraît pas en forme, c'est très très sympa de vouloir l'aider, mais d'abord, lui, il ne sait pas pourquoi vous venez le voir. Ils ont souvent des petites dents, des petites griffes, etc. Ça peut piquer, ça peut mordre. Donc vous regardez, vous pouvez le ramasser si vous avez un carton, un objet, un chiffon, etc. Mais jamais à main nue. Vous pourriez vous exposer inutilement alors que vous avez une bonne intention et ça pourrait se retourner contre l'animal. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? La biodiversité, déjà, si on la laisse tranquille, ça a été dit. Hein. Les animaux, ils ne demandent pas qu'on les aime, ils demandent qu'on leur fiche la paix. Si on commençait déjà comme ça, je pense qu'on avancerait tous dans le bon sens. Alors voilà, je passe là-dessus, tout ça c'est du blabla, vous connaissez. Bon, alors voilà pourquoi ça ne va pas bien. Il y a un schéma qui est très clair, vous voyez. En haut, c'est la biodiversité d'origine, et en bas, c'est ce qui reste, avec tous les filtres qui expliquent pourquoi on a diminué, on a perdu en quantité, on a exploité, l'habitat a été perdu, espèces envahissantes, on a isolé, on a fragmenté, il y a eu le feu, les maladies et les changements climatiques. Et donc, on est dans ce schéma-là actuellement, mais je reviens sur le schéma de la démographie humaine, à 8 milliards en 2024, comment on fait si tous ces 8 milliards-là, on veut, et ça paraît normal, qu'ils aient un espace pour vivre, un espace pour travailler, un espace pour manger, de l'eau propre à boire. Il n'y a pas de raison que simplement au nord, on ait plus que ceux du sud. Ce n'est pas normal, donc il faut penser à tout le monde. Et la démographie telle qu'elle est partie, elle est difficile à mettre en compatibilité avec quelque chose de partager. Les inégalités, c'est terrible. L'inaction. Alors, je reconnais qu'aucun homme politique sensé qui voudrait se faire élire ne pourrait proposer un programme de sobriété. Enfin, c'est suicidaire pour un homme politique.
Sauf que du coup, on est tous complices d'une démarche qui est suicidaire dans son ensemble. Et donc on est à nouveau dans le collectif, comment on fait? Alors si c'est juste l'individu qu'on veut protéger, mais si l'individu emmène tout le monde dans une mauvaise direction, je ne sais pas comment on va faire. En tout cas, les capacités de réponse à tous les changements, y compris pathologiques, ils sont dans la diversité, ils ne sont pas dans l'homogénéisation et dans la simplification. Donc, ouais, je sais pas, je continue. Donc, je vous rappelle, tout ça, j'ai déjà dit. Donc, c'était juste pour vous montrer l'animal que j'aime bien en photo, voilà. Et alors, un schéma tout bête, mais en fait, ce qu'il faut essayer de faire comprendre, c'est que jusqu'à présent, nous, on s'est vus. Alors, notre culture, et pas que la nôtre, mais quand même pas mal la nôtre. Voilà, il y a nous à gauche, et il y a le reste du vivant à droite. Et on n'est jamais responsable, on est toujours ailleurs, c'est toujours de la faute des autres. On est là-dedans, on est un parmi les autres. Et il faut arriver à trouver des réponses qui ne soient pas juste pour nous, parce que ce n'est pas jouable, mais il faut que ce soit pour tous. Et le problème de la médecine, si je reviens à la santé, c'est qu'on a développé des médecins qui soignent les gens, et c'est ce qu'on leur demande, c'est exactement pour ça qu'ils sont formés, mais la médecine individuelle, elle n'est pas incompatible avec une notion de santé publique globale. Je ne sais pas si je peux dire ça, mais quand on se vaccine, en ce moment, vous voyez de quoi je parle, ce n'est pas que pour soi, c'est pour le reste de la société avec qui on vit. Parce que si il y a des actes, vous conduisez trop vite sur la route, vous êtes tout seul sur la route, vous prenez vos risques, vos responsabilités. Vous aimez fumer, vous fumez dehors, beaucoup, peu importe, c'est vous, c'est vos poumons. Le virus, là, si vous l'avez, vous ne savez pas à qui vous allez le donner. Et ceux qui vont le récupérer, ils n'étaient pas forcément partants pour le récupérer. Et donc, la notion de santé publique, elle est quand même, quand on est 8 milliards ou bientôt 8 milliards, des villes de 20 millions. Imaginez des villes, on n'a pas ça en Europe, mais il y a des villes de 20 millions d'habitants. C'est extraordinaire d'un point de vue épidémiologique, c'est passionnant. Il va se passer des choses là-dedans incroyables. Mais bon, quand même, ça serait aussi bien de les anticiper un tout petit peu mieux et de façon un peu partagée. Donc, le petit schéma qui résume tout ça, plus ou moins, voilà. Vous avez à gauche les grosses bêtes méchantes ou les petites bêtes méchantes qui transportent tous les microbes qu'on ne connaît pas encore. Il y en a plein. Voilà. À côté, vous avez les animaux que nous avons domestiqués à partir de la population sauvage et que nous avons rapprochés de nous. Et quelquefois, qui continuent à aller dire bonjour aux copains sauvages et à échanger. Ça arrive, les oiseaux peuvent s'échanger. Vous avez des élevages en extensif où la faune domestique et la faune sauvage peuvent se croiser. C'est toujours intéressant. Ah bon, ils m'ont tiré mon histoire là. Bah bon, ça c'était un guêpier, mais bon. C'était pas, voilà. Bon, mais on a presque fini, hein, je vous rassure. J'ai compris le message. Oh là là, ils sont durs. Voilà, donc, nous on est là, et comme on est beaucoup, ben, on a vite fait de transmettre ce qu'on a récupéré aux voisins, et à nouveau, le tour de... Alors, vous savez qu'il y a des gens qui pensent que la Terre est plate, et alors, ils ont une association internationale, paraît-il, et ils ont un slogan extraordinaire, et ils disent, on a des adhérents tout autour du monde. Donc, ce n'est pas si grave, finalement. En tout cas, voilà. Donc, imaginez, avec 4 milliards de passagers par an dans les avions, voilà, aujourd'hui, on a ouvert le monde à tout ce qui court comme petits microbes, etc. Donc, les solutions, ben, il faut être gentil, tout ça, il faut être bien élevé. Bon, les banques de gènes, vous savez qu'on cherche aussi à garder les souches virales dans des laboratoires, parce que si on a besoin d'un vaccin, la variole, éliminée depuis 1979. Officiellement, il reste 2 laboratoires au monde qui ont des souches de variole, en Russie et aux États-Unis. Il y a des gens qui ont dit, mais c'est dangereux, il y a des fuites possibles, il y a toujours un accident, il y a toujours des gens mal intentionnés, il faudrait les détruire. Et il y a plusieurs arguments qui ont été développés et qui, pour l'instant, ont fait qu'on n'a pas encore détruit. Il y a y compris l'argument moral. De quel droit est-ce que je détruirais sciemment un virus qui était là avant moi? Et vous savez qu'il y a beaucoup de virus, ce sont des pox viridés, la variole. Et les canaris, il y a un pox, le dromadaire a un pox, les rongeurs ont des pox. Et la question de santé publique, c'est que l'espèce humaine n'a plus de pox. Tous les gens qui sont nés après 80 ne sont plus vaccinés contre la variole. Moi, je l'étais, sans doute pas mal d'entre vous l'ont été. Si jamais un virus de pox mammifère se réadaptait à l'espèce humaine, tous les gens nés après 80 sont vierges au point de vue immunitaire. Et si on doit vacciner avec les vaccins anciens des humains contre la variole, on a un taux d'accident
de vaccination sévère. Donc, quoi faire, je ne sais pas. En tout cas, il y a des gens qui s'intéressent à ça, et on s'est rendu compte qu'en perdant des espèces animales, on a perdu aussi leurs parasites. Bon, voilà, donc les solutions. Donc, je passe, et simplement, qu'est-ce qu'on veut à la fin? Quelle biodiversité veut-on? Et vous savez, c'est rigolo, parce que comme il y a pas mal de générations dans la salle, et c'est très bien, on a tous une image de la nature différente, qui est un peu liée à ce qu'on a connu enfant, ou qu'on a entendu parler par nos parents ou nos grands-parents. Et donc, on a tous des points de référence différents. Aucun d'entre nous n'a connu le dodo à l'île Maurice. Mais qui se rappelle des pare-brises pleins d'insectes qu'on trouve traverser un petit coin de forêt au mois de mai, après une bonne journée du mois de mai avec un petit orage à la fin, tout ça? Qui se rappelle? Et donc, quelle sera la référence vers laquelle les uns et les autres on voudrait revenir? Ou en tout cas, qu'est-ce qu'on prend comme point de référence? Quel microbe on met là-dedans? Est-ce qu'on garde tout, ou est-ce qu'on garde seulement les plus jolis, les plus rigolos, les plus... Je ne sais pas, il y a plein de trucs à faire. Hein. Et alors, en tout cas, le monde dans lequel actuellement nous vivons ressemble plus un petit peu à la phrase en vert en bas, là, avec un certain nombre de personnes, et pas toujours mal placées, qui ont un peu tendance à dire « moi, j'élimine tout ce qui me gêne ». Le problème, c'est que jusqu'où on va dans ce cas-là, hein? Et je vous rappelle un très beau texte de Romain Gary qui s'appelle « La lettre à l'éléphant », qui était écrit en mars-avril 1968 dans le Figaro littéraire. C'est un très beau texte de 4 ou 5 pages, et qui dit à la fin, ça commence « Monsieur est cher éléphant ». Et laissez-moi vous dire, mon cher ami, dans un monde entièrement fait pour l'homme, il se pourrait bien qu'il ne reste pas non plus de place pour l'homme. Alors, quand je dis homme, c'est bien sûr hommes et femmes, hein, on est d'accord. Voilà. Donc c'est tout, voilà. Et ça, c'est encore des jolies photos pour terminer, voilà. Merci pour cet exposé à la fois intéressant et éclairant. Y a-t-il des questions? C'est parti. Tu vas... Merci. L'animal. Qu'est-ce qu'il y a, lui? Qui a transmis le SARS-CoV, avec main, on utilisait une prise de sang, là. Oui. Alors, ça, c'était le premier SARS. Hein. On avait identifié des élevages de civettes dans le sud de la Chine, et officiellement, les gens devaient arrêter l'élevage de civettes. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Il y avait juste quelques élevages qui étaient autorisés pour faire du suivi et voir si les animaux récupéraient du virus, avaient des anticorps, et toutes les, je ne sais plus combien, ils allaient faire des prises de sang pour vérifier leur état sanitaire par rapport au virus du premier coronavirus, du premier SARS. En fait, on ne sait toujours pas comment est venu le premier. Le civette homme, oui, mais le virus, ce n'est pas un virus de civette, c'est un virus de chauve-souris. Et comment c'est passé des chauves-souris aux civettes, on n'en sait rien. Et pour le second, on ne sait rien. Et croyez-moi, la Chine a changé depuis 2002. Au niveau politique, j'entends. Hein. Je voudrais illustrer un petit peu ce que vous disiez par rapport à l'hyperhygiénisme. On l'a vu, une grande évolution, et pourtant, ça ne fait pas changer les mentalités. Là, autrefois, par exemple, dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, les maisons de soins, il y avait une cuisine centrale, locale, qui faisait souvent des plats locaux, etc. Ensuite, maintenant, dans les hôpitaux, l'hôpital n'a pas le droit d'acheter de la nourriture. Tous les hôpitaux de France achètent leur nourriture dans un centre national, donc plus possible de faire de la cuisine locale. Hein, voilà. Les œufs ne sont pas des œufs, ils arrivent en tube. Tout est complètement aseptisé, mais vraiment complètement aseptisé, sous vide, etc. Même si vous avez un centre d'éducation Alzheimer où vous devez refaire des pommes de terre à la pelure, il faut faire une demande de 10 pages, quoi, pour avoir 3 pommes de terre. Inutile de demander des œufs, les œufs c'est trop dangereux. Alors, résultat, qu'est-ce qui se passe? Tous ces gens qui sont dans des collectivités, qui sont dans des centres, etc., ou dans l'hôpital, ils n'ont plus de contact avec une faune bactérienne qu'ils côtoyaient régulièrement avant. Pour peu qu'à un moment donné, on leur donne des antibiotiques parce qu'ils ont été malades, on a tout tué. Résultat, on provoque dans leur organisme des écosystèmes vides. Là-dessus, un écosystème vide,
dans lequel arrive un microbe qui, à l'origine, n'était pas du tout dangereux, parce qu'il y avait la compétition. Là, tout l'écosystème, il est pour moi. On voit arriver des épidémies cataclysmiques dans les maisons de retraite, dans les hôpitaux, notamment à Clostridium difficile, qui tuent beaucoup de gens, qui tuent même du personnel d'ailleurs, simplement pour cet hygiénisme et c'est pour faire marche en arrière. Mais on a l'impression de discuter avec des intégristes. Hein. D'ailleurs, c'est des intégristes. Voilà. Et c'est vraiment, mais et pourtant, c'est de la logique, quoi. Hein, on en est à faire des études pour refaire réingérer des sels aux gens, pour réensemencer leur biotope au niveau intestinal. Et bon, c'est encore un peu folklorique, c'est pas encore... mais on fait tellement d'hygiénisme que c'est pas possible, quoi. Moi, j'ai un ami qui est psychiatre et qui avait un centre de psychiatrie pour adolescents avec des petits îlots. Et dans chaque îlot, il y avait une cuisinière qui faisait la cuisine avec les jeunes. Ça leur permettait aussi... Donc, les jeunes respectaient beaucoup plus la nourriture. Ça leur permettait d'apprendre à faire à manger, etc. Là-dessus, il y a eu une inspection. Rien à faire, cuisine centralisée, des plats en aluminium, machin, etc., etc. Donc déjà, ça a mis en dépression toutes les cuisinières. Ensuite, les jeunes ne respectent plus la nourriture. Mais ils ont une de ces épidémies de gastro-entérite comme ils n'en ont jamais eu auparavant. Mais ces exemples-là, il y en a plein. Il y en a plein. Et la proximité des animaux, la proximité même des animaux d'élevage, ça crée aussi une immunité. Pourquoi les hommes, les Européens qui vivaient avec leurs animaux d'élevage en étroite proximité, hein, les enfants, l'hiver, ils dormaient dans l'étable parce que c'est là qu'il faisait chaud. Quand ils sont arrivés en Amérique, d'accord, c'était aussi des maladies nouvelles, mais aussi les Indiens ne vivaient pas avec leurs lamas. Et ça a provoqué des épidémies cataclysmiques. Et il faut arrêter de regarder les autres et nous, quoi. Mais ça va être difficile de faire changer les mentalités parce que en France, bon, déjà, au ministère de l'Environnement, personne ne s'occupe d'environnement. Hein, donc, voilà, quoi. Ça, vous voyez, entre les Sciences Po et les énarques... pas beaucoup d'espoir quand même. Rien à rajouter, rien à rajouter. J'exagère un petit peu, mais quelque part vous réhabilitez le principe homéopathique. Je pense à l'influenza. Homéopathique avec influenza ? Oui, c'est-à-dire que en fait, les doses d'influenzidum, c'est à partir du, comment dirais-je, de foie infecté de canard de Barbarie. Du virus de la grippe. Oui, enfin, moi, c'est pas du tout dans ce sens-là que je parlais. Hein. Pas du tout. Pour régénérer quelque part une défense immunitaire, il y a une partie de la théorie homéopathique qui part du fait que bon, il faut réintroduire un peu comme la technique du vaccin, sauf que là on est sur une technique de vaccin homéopathique qui n'est pas exactement la même chose que le. Alors ça, voilà. je connais pas trop et je serais très très prudent et même assez réservé sur cette démarche homéopathique que je respecte par ailleurs, mais c'est pas quelque chose que j'ai étudié du tout, donc je dirais rien. Je connais plus les virus que leur dilution. Enfin bon, voilà. Pardon. Alors, moi, je vais revenir aux animaux. On nous parle de plus en plus d'animaux qu'on va élever dans des zoos ou dans des réserves pour après les remettre dans la nature. Mais alors, ces animaux, ils vont avoir perdu tout leur potentiel de défense naturelle. Quand on va les relâcher, quoi, en fait, puisqu'ils sont nourris avec des fruits ou des légumes qui poussent pas dans leur nature respective, etc. Donc, est-ce que c'est une bonne idée ou pas ? Alors, c'est une question compliquée.
sachant qu'il y a des endroits où les animaux sont en captivité depuis un certain temps et ils n'ont pas forcément été mis en captivité pour être relâchés. C'était une autre idée, c'était un autre projet. Alors, il y a des endroits où, inversement, on a capturé les animaux parce qu'il y avait beaucoup de pression dans leur milieu naturel, ils étaient vraiment menacés. L'idée était de s'extraire de cette pression, de faire en sorte que cette pression soit maîtrisée et que si elle était contrôlée et qu'elle paraissait à nouveau loin de les mettre en danger, on pouvait les réintroduire. Et donc dans ces cas-là, ces animaux-là étaient élevés d'une façon particulière, en essayant de les garder en bon état sans forcément les mettre trop au contact de l'homme, de ne pas les mettre en contact d'autres espèces qui n'auraient jamais eu l'occasion de croiser chez eux, qui l'auraient exposé à d'autres microbes et parasites que les leurs. Et ça, c'est vraiment une stratégie tout à fait différente. Mais dans tous les cas, c'est plus facile avec des ongulés, je parle de mammifères, qu'avec des carnivores. Les ongulés n'ont pas forcément à apprendre à trouver leur nourriture. Ils la trouvent assez spontanément. Je pense à l'exemple. Il y a des exemples qui ont bien fonctionné. Il y a le bison d'Europe qui a été sauvé par la captivité, relâché. Et maintenant, on a quelques milliers en liberté en Europe. On a une antilope d'Arabie qui s'appelle le Rix d'Arabie, qui a été capturée dans les années 60. Les dernières ont été capturées. Tout a été massacré. Élevée à San Diego, en Californie, dans un climat assez sec, et remise après à Oman, Arabie Saoudite et Yémen. Ça ne s'est pas mal passé du tout. Les animaux ont retrouvé leur comportement. Inversement, les carnivores, ce sont les adultes qui apprennent aux jeunes à chasser. Et on imagine, comment voulez-vous que des grands carnivores apprennent à chasser dans des enclos de captivité? Alors, il y a quelque chose qui se passe qui est vraiment intéressant en France, dans le Jura, avec les lynx. Tous les automnes, on retrouve des lynx orphelins. On imagine... Alors, il y a deux causes possibles de disparition de la mer, un fusil ou une voiture sur une route. Et malheureusement, il y a beaucoup de lynx qui ont été déjà écrasés sur des routes en France. Et il y a un centre à Besançon qui s'appelle le centre Athénas, qui récupère ces jeunes. Et ils ont une femelle qui n'est pas relâchable parce qu'elle ne pourrait pas survivre en nature, mais qui fait un peu mère adoptive avec des jeunes qui sont moins stressés de voir un congénère, en plus une femelle avec apparemment une capacité d'adoption assez grande, et ils leur apprennent à chasser avec des lapins. Alors on peut discuter, le lapin, il n'est pas volontaire, hein, on est d'accord. Mais du coup, ils retrouvent un comportement, la femelle va les aider, et ils ont relâché plusieurs jeunes lynx avec des colliers émetteurs, et certains apparemment ont survécu. Donc on ne peut pas faire ça de façon... on ne peut pas improviser. On ne peut pas faire ça de façon amateur, c'est trop dangereux par rapport aux animaux, mais il y a des programmes dans lesquels, si c'est bien pensé du début à la fin, avec et il faut un long suivi après le relâcher, parce que relâcher une bête et dire je ne l'ai pas vue, tout va bien, peut-être qu'elle est morte derrière le buisson à côté, que personne ne l'a regardée. Hein. Donc il y a des cas où ça peut fonctionner, mais ça ne peut pas être une affiche d'entrée sur tous les parcs zoologiques, on est d'accord, et ça concerne certaines espèces dans certaines conditions, mais moi je crois que ça peut être une bonne solution dans certains cas. Alors pour moi, je voulais savoir s'il existait des exemples où la régulation, pour parler correctement, a déjà solutionné des zoonoses, parce que c'est l'argument souvent utilisé. Est-ce qu'il existe des exemples, des contre-arguments? Moi, j'en connais pas. Et alors, ceci dit, c'est terrible parce que on va vous dire, oui, c'est parce que vous n'avez pas été assez efficace. Parce que c'est sûr qu'à l'époque de la rage, je vais prendre l'exemple du renard, parce que c'était vraiment un bel exemple quand je travaillais à Maison-Alfort, là-bas. Quand la rage est arrivée en 68 en France, pays de Pasteur, on n'allait pas se faire embêter par des renards qui venaient nous rapporter la rage, en plus qui venaient de l'Est, on ne sait pas trop où. Donc on a tué tous les renards. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus compliqué. Et en plus, c'était fait n'importe comment. Vous aviez une commune où ils décidaient qu'ils allaient faire une battue aux renards, et la commune d'à côté, c'était 2 ans plus tard. Efficacité, 0. Et ce qui est assez intéressant, c'est que dans ce cas-là, on a même des chiffres de statistiques, hein, où on a comparé le nombre de cadrages sur les communes en fonction de celles qui donnaient des primes à la queue par rapport à celles qui ne donnaient pas de primes. Et on avait l'idée que là où il y avait une prime à la queue de renard, les gens allaient plus chasser les renards. Il n'y a aucune corrélation entre le nombre de cadrages en fonction de la prime à la queue de renard et l'absence de prime à la queue de renard. Ça n'a jamais servi à rien. Et c'est le plus bel exemple qu'on ait. Alors, c'est vrai que pour la tuberculose et les blaireaux, qui ne sont pas des renards, qui ont une écologie différente, sur des petites surfaces, sur une exploitation agricole, à l'échelle d'une exploitation,
Si vous éliminez la famille de blaireaux qui est porteuse de la tuberculose dans l'exploitation, évidemment, vous supprimez la source, s'il n'y en a pas chez les bovins. Le problème, c'est que pour l'instant, les 3/4 des recontaminations sont liées à d'autres bovins. La tuberculose bovine, elle est bovine, par principe. Mais c'est vrai qu'on a contaminé des blaireaux, des sangliers et des cerfs pour différentes raisons. Mais les blaireaux ne vont pas diffuser ça sur 50 km. Par contre, si vous avez une famille de blaireaux contaminés dans une exploitation, ça paraît raisonnable de retirer ces blaireaux-là. Par contre, ça ne paraît pas raisonnable d'aller les flinguer à 100 km. En Côte d'Or, en 2010, ils ont mis une prime à la queue de blaireau pour la tuberculose bovine et ils ont récupéré des queues de blaireau du sud-ouest pour les 10 €. Je ne vois pas bien l'impact sur la tuberculose bovine en Côte d'Or. On est d'accord. Donc il n'y a pas de... Sauf si on extermine complètement l'espèce, mais ce qui finit par être difficile finalement, il n'y a pas de cas prouvés de succès dans ce cas-là. Et sachant qu'en plus, en ce moment, on voit des arrêtés préfectoraux qui justifient la chasse au renard, par exemple, pas la chasse, la destruction, avec des maladies qu'on n'a jamais trouvées chez le renard. La néosporose canine, personne ne l'a jamais trouvée chez les renards. Et c'est sur des arrêtés préfectoraux. Pour le bouquetin du Bargy et la brucellose, c'est une autre histoire. Ça, c'est encore pareil. C'est les gens qui, enfin, c'est une contamination de troupeaux domestiques. Mais il y a longtemps, sans doute en 90 par là, et qui est resté 20 ans sans être repéré, et qui est ressorti donc en 2012. D'abord un enfant, après une vache, et après un bouquetin. Enfin, je résume. Hein. Mais c'est vrai qu'a priori, garder la tuberculose chez les bouquetins, ce n'est pas une bonne idée pour les bouquetins. Ça ne doit pas être rigolo, parce que la tuberculose chez les gens, j'ai des confrères vétérinaires qui l'ont attrapé, c'est tout sauf rigolo. Donc je comprends qu'on puisse chercher à l'éliminer chez les bouquetins, sachant que chez les bouquetins, on ne traite pas, on va éliminer. Mais éliminer les animaux porteurs, je peux comprendre. Parce que chaque porteur peut être une source de contamination pour les autres. Par contre, la façon dont ça a été fait, c'est une autre histoire. Il faut les attraper pour savoir ce qu'ils ont. Absolument. Fusil anesthésique, prise de sang, et on peut faire un test pendant qu'il dort. Mais en 2013, ils ont décidé de tout abattre. Et alors, si je peux me permettre, je ne sais pas si on m'écoute, mais je crois que, peut-être que vous ne m'écoutez pas, hein, il me semble que le préfet de Haute-Savoie qui a décidé ça, c'est celui il était à l'époque au cabinet de Roselyne Bachelot en 2009, celui qui avait organisé la vaccination H1N1 avec le ministère de l'Intérieur et sans passer par les médecins de ville. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Pas bon, voilà. Une anecdote en passant. Vraiment une dernière question, et après je vous propose de passer à la signature de la convention. Vous pouvez rester jusqu'à ce soir, je peux encore vous laisser sortir. Oui, moi j'ai adoré votre intervention. Et justement, je propose que le GON vous paye pour que vous interveniez dans les fédérations de chasse, dans les congrès. Ça va être super intéressant pour les convaincre. Alors, c'est très gentil, mais j'ai été 18 ans au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. Et franchement, ce n'est pas un bon souvenir. Et il n'y a rien à faire, hein. C'est terrible. Hein. Juste un tout petit truc. Hein. En 2012, Yves Cochet, ministre de l'Environnement, on retire de la liste des nuisibles, à l'époque il s'appelait encore nuisible, c'était aussi simple, la belette, le putois et la martre. Changement de gouvernement, même président, mais changement de gouvernement. Donc Roselyne Bachelot arrive à l'environnement, la première chose qu'elle fait, elle remet les 3 sur la liste. Donc la première réunion du CNCFS qui a suivi, j'ai demandé, mais quel est l'argument scientifique? Parce que nous, on avait apporté un dossier, ça avait été fait avec des gens du muséum, des documents de l'Office de la chasse qui n'étaient pas forcément ni pour ni contre, mais qui avaient joué un peu le jeu. Silence du côté de l'administration, et c'était un monsieur de la Fédération du Nord ou du Pas-de-Calais qui m'a dit, il n'y a peut-être pas de rapport, mais il y a eu des élections. Et c'était exactement la vérité, c'était ça, quoi. Et là, il n'y a pas d'argument scientifique, hein, c'est autre chose. Alors, au CNCFS, il n'y a pas de discussion scientifique. Et j'ai fait un peu partie du CNCFS, CDCFS Paris et la Petite Couronne, c'était les 4 départements d'un coup. On a fini par sortir la belette au bout de 3 heures de discussion et 2 ans d'attaque en tribunal de la première décision préfectorale. Enfin bon.